Monde numérique. En fait, XML a été utilisé pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment parce que c'est un outil très puissant pour pouvoir envoyer de l'information d'une machine A à une machine B. En gros, tous les documents du monde, sauf PDF, c'est du XML. C'est un peu une figure de l'histoire de l'informatique que je reçois aujourd'hui dans Monde numérique. Bonjour Jean Paoli. Bonjour. Vous êtes informaticien, vous avez travaillé à l'INRIA, le Centre français de la recherche en informatique. Vous avez travaillé 10 ans chez Microsoft. Ben oui, je dis que vous faites un peu partie de l'histoire parce que sur des sujets qui ont marqué l'histoire des technologies, Internet Explorer, Infopath, qui est un logiciel de Microsoft très connu dans les entreprises, HTML5 et surtout le langage XML dont vous êtes l'un des co-inventeurs, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et à vos côtés, Grégory Senet, bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique principal de l'entreprise Dokugami, donc fondée avec Jean Paoli. On se retrouve ici à Vivatech, où vous êtes venu annoncer le lancement de la filiale européenne de votre entreprise Dokugami. Mais avant ça, comme je le disais, Jean Paoli, vous êtes une figure de l'informatique, donc moi j'aimerais bien, si on part depuis le début, XML, tout le monde connaît en même temps, je ne suis pas sûr que ma maman sache exactement de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, donc moi déjà, j'ai travaillé dans des startups de l'INRIA pendant 10 ans, donc avec des chercheurs extraordinaires comme Gilles Kahn et bien d'autres. Et ces chercheurs, en France, m'ont inspiré à penser le document de façon un peu différente, comme étant une source de données. Et donc, moi, je vois les documents, donc les documents longs, comme un centre de données, et puis surtout quand vous avez 10 pages, 20 pages, 200 pages, comment vous allez organiser ces données à l'intérieur de ces documents. Et toute l'idée de XML vient de là. D'accord. Toute l'idée, oui, parce que... Organiser les données à l'intérieur d'un document. Imaginez des documents d'assurance ou bien un document qui est pour développer des médicaments, enfin, ce sont des documents extrêmement compliqués. Comment est-ce que vous prenez 100 pages, 200 pages, et puis vous représentez absolument toute l'information qui est à l'intérieur, non pas en termes de caractères, de mots, de sections, de choses en gras, en italique, mais en termes littéralement de concepts. Et ces concepts, ça peut être répété, quels sont les mots sémantiques, et le modèle classique des bases de données que tout le monde connaît, qui est le modèle relationnel, ne marche pas. Donc, il fallait inventer un autre modèle. D'accord. Ce modèle, c'est le modèle semi-structuré, sémantique, que XML implémente. Ça veut dire quoi XML, rappelez-nous? Extensible Markup Language. Donc, le mot vient du fait qu'à certains moments, les gens commençaient à connaître HTML. Ouais. Et donc, aussi, de façon marketing, il y a James Clark. Il fallait mettre ML Il devant. fallait mettre X devant pour Ouais. expliquer que c'était extensible. Voilà. D'accord. Alors, XML, c'est utilisé dans quoi? Dans les applications mobiles Par exemple, moi, je suis très fier que j'ai réussi à ce que, influent que Microsoft bâtisse tous les formats du monde aujourd'hui, donc qui sont utilisés dans le monde, sauf PDF, donc DocX, SLSX, PPTX, donc tout le monde. Donc, c'est du XML, c'est l'extension, c'est DocX, le X c'est pour XML. Ouais. Vous pouvez le unzipper, donc vous pouvez utiliser et à l'intérieur du XML. Donc, D'accord. en gros, tous les documents du monde, sauf PDF, c'est du XML. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a le texte et puis il y a quoi? Il y a des marqueurs des à l'intérieur, des éléments de mise en forme. Mais quelle Voilà. différence avec le HTML? Eh bien, en général, ce que vous essayez de mettre dans ces marqueurs, c'est le signifiant. Donc, au lieu de mettre que c'est un titre, vous dites que c'est un nom de médicament, ou alors que c'est un médicament. Mm-hmm. Et à l'intérieur, au lieu de dire que c'est du grade l'italique, vous dites que le médicament, c'est fait pour qui, pour quels âges, etc., etc. Donc, vous marquez au niveau sémantique, vous utilisez des tags sémantiques au lieu des tags HTML. D'accord. Parce que moi, j'avais un peu l'image du XML comme une version plus légère et en même temps plus passe-partout du HTML. C'est ça ou... En fait, ce qui s'est passé, c'est normal. En fait, XML a été utilisé pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment parce que c'est un outil très puissant pour pouvoir envoyer de l'information d'une machine A à une machine B. Mm-hmm. Et en général, avant XML, les gens utilisaient du binaire qui était impossible à utiliser. Et donc, quand on a fait XML, les gens ont commencé à l'utiliser pour tout.
mais vraiment n'importe quoi. D'accord. D'ailleurs, maintenant, depuis, il y a d'autres formats qui ont repris aussi les mêmes idées, donc comme JSON et autres, mais les mêmes structures, les mêmes idées, c'est de structurer, ça vient des fondamentaux d'XML. Et alors, ça fait partie des choses qu'on utilise tous les jours, sans le savoir, bien souvent. Hein, sauf évidemment les professionnels, les informaticiens qui travaillent dessus. Dans quel contexte vous avez développé ça? Donc vous étiez au sein de Microsoft à ce moment-là? Alors moi, j'ai passé encore une fois 10 ans dans les startups de l'INRIA. Au début, on était à Rocancourt, puis après à Saint-Quentin en Yvelines. Donc en on va dire, France? c'était ici en France. Ouais. Mais je faisais partie. Je travaillais avec, à l'époque, des chercheurs de l'INRIA à l'IMAG, donc Vincent Quin, etc. Et on avait développé des logiciels qui faisaient du HTML. À l'époque, l'ancêtre, celui qui venait avant XML. Et je faisais partie d'une communauté de, on va dire, 50-80 personnes dans le monde. On se réunissait tous les années à Boston, en plein milieu du froid de décembre, pour discuter comment on allait changer le monde, pour vous dire. Hein. Je veux dire, mais littéralement. Hein. Puis à certains moments, on s'est dit que, avec l'avènement d'HTML, que c'était le moment. D'accord. Donc, on s'est réunis, indépendamment de quelle société. Moi, à l'époque, Microsoft m'avait trouvé et donc j'ai quitté, donc Microsoft m'a demandé de quitter mon poste de directeur technique de la start-up ici à Paris. Voilà. Et hop, encore un cerveau français qui s'en va. Pour aller à Redmond pour les aider à développer l'Internet Explorer. Et donc, j'ai été là-bas et quelques mois plus tard, je me suis connecté avec ma communauté d'origine, donc la communauté HTML, et on a simplifié ce qu'on faisait depuis 10 ans. Et on l'a fait très, très vite parce qu'on savait ce qu'on allait faire. Et on l'a créé vraiment très rapidement. Et c'est devenu XML. Donc, c'était de la collaboration avec quelques collègues. D'accord. Et là, donc, c'était pour votre usage personnel au départ? Enfin, pour votre usage personnel, je veux dire, de travail, mais interne, ou vous destiniez déjà à l'extérieur? Non, c'était fait pour l'extérieur. D'accord, depuis le début, on voulait changer le monde. Vous savez, moi, oui, comme tous les gens comme vous, là, tous les informaticiens. Mais donc, l'idée, c'est précisément... Vous l'avez changé, quelque chose. Dit, merci. Je vous rassure. Merci. Non, mais c'est pour le bon. Hein. Je veux dire, l'idée, c'était que précisément, les données qui sont dans les documents puissent être libérées et que ça peut être partagé entre des centaines de milliers d'ordinateurs. C'était l'idée, parce qu'on pensait que quelque chose de bien allait venir. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, XML appartient à qui? Personne. C'est un standard du W3C et c'est utilisé... vous savez, ça fait partie des couches de toutes les machines informatiques que vous utilisez aujourd'hui. Je pense qu'il y en a dans votre frigo. Du XML dans mon frigo, vous voyez? Oui, à certains moments, il y avait entre le beurre et le fromage. Alors, mais je ne rigole pas. Ouais. C'était dans les devices, dans les. D'accord. C'est des couches très basses. Puis voilà, le gouvernement fédéral américain, la plupart des lois sont exportées en XML. On a Bruxelles, vous les trouvez dans les lois, dans les documents de base, c'est étonnant. C'est la base, ouais. Bon, et j'imagine que c'est ça qui vous a amené à Dokugami, dont on va parler dans un instant. Et avant de parler de Dokugami, votre regard à tous les deux, donc Jean Paoli et Grégory Sonnet, sur l'événement où nous sommes aujourd'hui, Vivatech 2025. Je ne sais pas si c'est la première année où vous venez. Comment vous voyez ça? Parce que je précise que vous ne vivez plus en France. Ni l'un ni l'autre, vous vivez aux États-Unis. Hein. Mm-hmm. Grégory. Ouais, moi je suis dans la Silicon Valley depuis 13 ans. Très intéressant, Vivatech. Ça ressemble énormément de compagnies françaises, technologiques, beaucoup axées sur l'intelligence artificielle, machine learning, mais plein d'aspects, donc robotique, etc. Donc natural language, on a vu beaucoup de boîtes qui travaillent par exemple la voix et les interactions homme-machine de différentes manières, donc très intéressant, mais on découvre. Et vous, Jean? Oui, c'est pareil. Moi, ça m'avait vraiment impressionné parce que je n'avais pas vu une conférence aussi variée depuis très longtemps. D'accord? Donc, ça me rappelle quand le cloud est arrivé, il y avait aussi des grandes conférences comme ça qui étaient sur tout le genre d'utilisation du cloud. Avant ça, c'était quand XML était arrivé. Avant ça, c'était quand le mobile. Donc, moi, j'étais vraiment très, très impressionné ce matin quand je suis venu parce que c'est surtout le genre d'application. Il y a tellement de variations de variétés et c'est très, très enrichissant. Alors, en plus, pour nous,
qui habitons là-bas, oui. On voit, on s'éduque. Hein. C'est vraiment l'écosystème plus qu'européen. Quelle différence vous voyez entre justement l'écosystème américain, californien et l'écosystème français? En fait, on travaille beaucoup en ligne. Donc les technologies sont les mêmes. Oui. Mais le fait qu'il y ait en présentiel, c'est très différent. Mais surtout, sinon, c'est les mêmes technologies. Moi, je me sens à l'aise. Hein. C'est vraiment. C'était surtout la concentration on a dit, je ne sais plus combien, de 160 000 personnes, ils attendent. Oui, 165 000 personnes attendues, absolument. C'est quand même extraordinaire. 14 000 startups. C'est quand même c'est extraordinaire. Oui. Oui, en tant que Français, ça fait vibrer votre fibre patriotique. Ça vous donne pas envie de revenir? Non. Écoutez, moi, je suis un pur produit de l'excellence française, je le dis. Hein. Moi, je suis né à Beyrouth. J'étais au lycée franco-libanais depuis l'âge de 4 ans, etc. Donc, d'éducation, pour moi, c'est très personnel. C'est évident. Hein. Et c'est à cause de ça que, il y a plein de raisons, mais on va dire 50%, c'est à cause de l'attachement émotionnel à la France. Très bien. Ça va de soi. Hein. Restez attaché à la France, même en vivant outre-Atlantique. Alors, messieurs, maintenant parlons de Dokugami, donc entreprise que vous avez créée aux États-Unis. Absolument. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous savez, avec nous, Dokugami, on l'a créé littéralement 3 mois après la publication du papier Attention is All You Need de Google, qui a créé les transformers, les LLM, ils sont à la base des LLM et de l'intelligence artificielle générative. Donc nous, on a commencé à utiliser les LLM et les transformers en mars 2018, pour vous dire. Et l'idée, c'était de bâtir au-dessus de ces LLM quelque chose de très simple. Les gens oublient, vous savez, un truc très simple, c'est l'importance des données. Juste réfléchissez un peu, regardez un peu ce que tout le monde fait. Les gens aujourd'hui, bien sûr, les LLM sont très puissants, et il y a une espèce de pensée magique aujourd'hui que vous allez faire du chat avec un LLM, que vous allez lui poser n'importe quelle question, ça va marcher. En fait, nous, on s'est dit depuis le début, et les gens regardent ça aujourd'hui de façon de plus en plus, on va dire, claire, c'est que au lieu de poser directement une question et avoir une réponse, nous, ce qu'on fait, c'est on utilise les LLM pour créer les données qui sont dans les documents. Et donc ça nous ramène à XML. Donc, mon idée depuis le départ, c'était d'utiliser les LLM pour générer le même modèle de données XML que je connais très bien. D'accord. Mais c'est-à-dire à partir de données existantes? À partir de documents. Des documents longs. Donc, quand vous prenez des documents longs qui font 50, 100, 200 pages, et donc qui sont nombreux dans une entreprise donnée, donc par exemple l'assurance, la finance, le manufacturing, le life science, donc la pharmacie, donc il y en a beaucoup, des centaines de milliers de ces documents longs. On utilise un certain nombre de LLM, donc Grégory vous expliquera mieux que moi, que ce soit au niveau classique, au niveau agentique, qui travaillent ensemble pour générer une structure de données qui représente l'ensemble des données qui sont dans un document en entier. Donc, imaginez, vous ayez 100 documents, vous allez avoir 100 structures de données qui représentent toute l'information à l'intérieur. Et ça, c'est des données. Et on est arrivé à faire ça de façon avec une précision extraordinaire grâce à son travail. D'accord ? Alors, je me tourne donc tout naturellement vers Grégory Sonnet. On va vous donner un peu plus la parole maintenant. Vous êtes donc scientifique principal, c'est votre titre au sein de cette société. Quel est votre travail exactement ? Alors, je dirige une équipe d'autres scientifiques. Donc, on développe des méthodes. Donc, on utilise des large language models, donc LLM, méthodes comme vous connaissez. Mais aussi, nous développons des méthodes adaptées, en fait, spécialement pour s'adapter aux données principales des clients, des customers. Donc, en fait, on n'est pas axé sur une verticale comme exactement l'assurance ou la banque, mais les clients viennent nous donner des documents et on vient adapter exactement. C'est vraiment horizontal. C'est ça la difficulté qu'il y a eu dans Dokugami au début de la création et des premiers développements. C'est vraiment pouvoir s'adapter exactement à la donnée du client, au langage du client, à l'information des clients et pas avoir une extraction d'informations qui est générale et qui ne va pas être forcément utile justement pour le end-user. Par exemple, je suis constructeur aéronautique. Je fais des avions.
j'en ai de la donnée, hein, j'en produis. Je vais vous donner mes documents, je sais pas quoi, mais je sais pas d'ailleurs ce qu'il y a comme documents dans cette industrie, mais il doit y en avoir beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, on va les aspirer, donc on va les déposer sur notre plateforme et on va commencer à les travailler assez rapidement, mais pour essayer de comprendre en fait tout ce qui est les interactions en fait au niveau du langage, de l'information, non pas dans uniquement un seul document, mais à travers tous les documents. Et D'accord. en fait, on construit une représentation XML, non pas dans un document, mais sur l'ensemble des documents de l'entreprise, avec des relations sémantiques précises qui peuvent être exploitées pour différents types d'usages. Par exemple, du chat, si on veut, mais connecté à des systèmes automatiques. Mais oui, pardon, si je fais ça comme ça, les mêmes documents, je les donne à manger directement à ChatGPT, parce qu'il peut faire ça, hein, on peut lui envoyer ChatGPT ou d'autres, on donne des PDF et puis il se débrouille. Après, je pose des questions. Il peut le faire, donc qu'est-ce que vous apportez de plus en fait Moi, Jean Paoli. Oui, prenons un exemple de l'assurance dans lequel on est très fort. Donc, nous sommes un outil pour utilisateurs finaux. Ça, c'est déjà important. Donc, on vend pas l'assurance aux compagnies d'assurance elles-mêmes, mais aux brokers, donc les gens qui revendent. D'accord. Bon, parce qu'il y a beaucoup plus de revendeurs. Il y a quelques sociétés d'assurance, une dizaine, mais il y a des milliers de brokers. Donc, c'est comme les agents immobiliers, les agents d'assurance. Voilà. On vend aux agents d'assurance, excusez-moi. Donc, cet agent d'assurance, il travaille avec plusieurs boîtes d'assurance. Donc, il y a beaucoup de plans d'assurance. Et donc, avec Dokugami, nous allons aller, il va uploader, il va nous donner lui-même, l'agent, hein, sans développeur, etc., tous les documents. Nous, ce qu'on va faire, c'est, on va faire comme Greg. On va préparer ces données et en fait, extraire et créer ces bases de données structurées, qui sont du XML, en gros, du XML sémantique. Et cette fois-ci, sur les données elles-mêmes, après, on fait une autre couche d'utilisation. Donc, une utilisation, ça peut être du chat. D'accord? Donc, la différence avec ChatGPT, c'est simplement que notre chat sera plus précis. Un exemple. Moins d'hallucination? Voilà. Pas d'hallucination? Précisément. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est on croit dans une AI transparente et souveraine. D'accord? Donc, souveraine, c'est-à-dire que on n'utilise pas les données d'un client 1 pour faire du training, pour un modèle, pour un client 2. Ouais. Donc ça, c'est important. Transparente, c'est que parce qu'on a cette couche intermédiaire de données, quand les LLM nous donnent une réponse, on la filtre par nos données et on ne montre l'information que si elle est dans les données. Donc du coup, on ne montre pas d'informations qui n'étaient pas dans les données d'origine. D'accord. Et du coup, on filtre les hallucinations. D'accord. Okay. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, comme Greg. Donc ça veut dire qu'il y en a moins ou qu'il n'y en a pas du tout? Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Alors, moi, je dis jamais en AI, jamais. Ouais. Mais nous, on est toujours... Enfin, les gens qui vous disent qu'il y a des choses qui sont mieux que 95%, peu importe le domaine de AI, ne vous dit pas la vérité. D'accord. Donc, pour moi, 95%, enfin, je ne sais pas si c'est 85, 96. Hier, on discutait avec des chercheurs. Ils sont tous d'accord avec nous. 95%, c'est un très bon nombre. Et on fait ça grâce à son travail. Alors, expliquez-nous, Grégory Sonnet, pourquoi est-ce que vraiment on a besoin comme ça de gros cerveaux et de faire quasiment de la science pour ça, enfin de la recherche scientifique, on peut appeler ça comme ça? Oui, tout à fait, c'est ça, recherche scientifique, mais en entreprise, c'est assez simple. On peut pas développer des techniques comme on le fait en utilisant des systèmes lambda qu'on peut trouver en fait sur le marché. Donc, on a besoin d'investir beaucoup de temps pour en fait trouver les bonnes méthodes, des méthodes algorithmiques, des méthodes de machine learning. Parce donc, vous testez des choses, tout à fait, on développe. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, etc. Et en fait, on vient essayer comme on faisait en France en recherche, on trouve des verrous scientifiques et on essaye d'aller au-delà pour pouvoir développer de nouvelles méthodologies. On a des papiers qui ont été acceptés, on publie. Donc, on a un papier qui vient d'être accepté hier dans des conférences scientifiques. Comme tout centre de recherche. Nous sommes un labo. Nous sommes un labo. Oui. Nous avons 6 brevets. 6 pour une petite start-up de notre taille. On a 6 brevets déjà. Oui. On est un labo privé. D'accord. Vous êtes basé où? Donc, nous sommes nous sommes aux États-Unis. Nous n'avons pas de bureau. D'accord. On a décidé avec la Covid. start-up éclatée, là, voilà. Mais oui, parce que
classique. Quand on a levé, on a fait notre premier levé en 2020, c'était une semaine avant Covid, donc on avait des très petits bureaux à côté de là où j'habite à Seattle, et donc on a décidé d'embaucher un peu partout. On a trouvé Gregory dans la Silicon Valley, on a beaucoup de gens à New York, on a des gens au Texas, etc., au Canada, mais on est remote only. D'accord. Ça, c'est donc là, oui. Mais c'est un modèle qu'on voit souvent qui s'est beaucoup répandu après le Covid en fait, et qui a perduré en fait. Hein. Mais il y a d'autres entreprises. J'ai interviewé il n'y a pas tant longtemps Hugging Face, qui est un peu l'une des vitrines de l'intelligence artificielle aux États-Unis aussi, mais ce sont des Français. Et c'est pareil, c'est une entreprise remote only, on va dire. Absolument. Et c'est ce qu'on est. En fait, toute notre équipe scientifique, à peu près, sauf une personne, c'est des Français. D'accord. Donc, ils habitent entre le Canada, Seattle, la Silicon Valley, Pourquoi New York. C'est juste parce que c'est plus facile parce que vous êtes Français ou... Non. Nous, on a des gens du monde entier. Hein. On a des Indiens, des Chinois, des Américains de souche. Moi, je suis Américain maintenant. Donc, on a vraiment de tout parce que quand vous habitez dans la région de Seattle ou bien à San Francisco, enfin, c'est vraiment toutes les nationalités. Oui, c'est très international. Non. Le fait que ce soit français ici, et ça nous ramène pourquoi nous ouvrons en fait notre filiale ici, c'est les talents. C'est tout. Hein. C'est vraiment une question de talent. Moi, je dis ça pas pour faire du cocorico, mais c'est simplement vrai. Hein. Donc, moi, quand je bossais avec les chercheurs de l'INRIA, c'est les maths, c'est des structures qui sont très, on va dire, dans le domaine français. Ouais, quoi. et puis vous l'avez dit, vous êtes tous les deux issus de l'excellence française. C'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Justement, on va dévier un instant, mais petite question un peu plus économique. On sait que oui, on a des talents, que le monde entier nous envie, nous dit-on, mais souvent ces talents partent à l'étranger. Et c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens toujours de les retenir en termes d'attractivité salariale, de perspectives de carrière, de perspectives financières aussi. Hein. On crée une start-up aujourd'hui. Bon, maintenant, on arrive à trouver des financements, etc. Ce qui manque, me disent souvent les professionnels, c'est ce qu'on appelle l'exit. Donc, c'est-à-dire c'est la possibilité de faire une culbute à un moment ou à un autre. Comment vous voyez ça ? Écoutez, moi, déjà, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis 10 ans, littéralement. Hein, je veux dire, en termes de créer très rapidement des entreprises, donc la Startup Nation, etc. Ça, c'est très important parce que les gens doivent savoir ça. Mais moi, je trouve que en fait, de façon très, on va dire, peut-être pas très diplomatique, je ne pense pas qu'il y a assez de financement sérieux en France et en Europe, c'est-à-dire des VCs qui sont prêts à... Donc des investisseurs qui sont prêts à perdre tout leur argent, on va dire investir dans 10 boîtes, sachant qu'il y en a 9 qui vont pas marcher et qu'il y en a une qui va faire une très grosse... Il n'y en a pas. Comme ça se passe aux États-Unis. Comme je passe aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, mais le nombre de dollars, c'est-à-dire le nombre numérique de la masse n'est pas importante. D'accord ? Donc, l'évaluation, c'est-à-dire, sont beaucoup plus faibles en Europe et les valorisations sont plus faibles et ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que du coup, il y a, je pense, il n'y a pas assez de risques. Parce que l'investissement risque, c'est du risque. Bien sûr. Mais alors justement, vous venez en France, là, vous installez, vous allez embaucher, ou ça a peut-être déjà commencé, j'imagine. Absolument. Donc, vous leur dites quoi aux jeunes diplômés ? Nous, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est nous commençons par embaucher des scientifiques de très haut niveau, donc des gens qui ont publié, hein, comme Grégory, comme les gens dans d'autres, donc dans des conférences internationales, donc des vrais chercheurs. Donc nous commençons par embaucher des chercheurs en France. Et nous allons entourer ces chercheurs par des étudiants, donc des thésards, comme ça se fait dans tout labo de recherche, ou alors des étudiants en master. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, nous sommes en tournée, donc tu peux citer les quelques... Ouais. Ah oui, on a commencé à visiter des laboratoires donc à La Rochelle, ça va être Marseille, Avignon, en France. Paris, exactement, Lyon, etc. Okay. Vous faites toutes les salles de spectacle. Non, pardon, tous les centres de recherche. On en fait beaucoup à Paris. Et vous cherchez du monde.
Alors, c'est ça? non. Donc là, avec les labos, c'est pour faire des collaborations scientifiques. D'accord, ok. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième partie Mhm. de notre plan. Et enfin, donc ça va prendre quelques mois, et je pense que vers l'été, nous allons embaucher des gens plutôt du business, Ok, parce oui. que il y a des sociétés en Europe qui ont commencé déjà depuis 1 an à nous contacter, Mhm. et ce serait quand même plus simple de travailler avec eux ici. Une fois qu'on aura notre responsable on va dire commercial, alors là, bien sûr, on l'entourera de quelques ingénieurs pour faire du suivi. D'accord. Mais donc, c'est ça notre but. Mais au début et de loin, nous cherchons des talents scientifiques pour travailler avec nous D'accord. remote. Et c'est très simple parce que c'est remote only. Je veux dire, Ouais. on sait faire ça. Hein. Ok. Chez soi, tranquillou, pas de Exactement. contraintes. On envoie des cacahuètes. Mais littéralement. Ouais, il en faudra peut-être un peu plus Bon. pour attirer les talents. Non, mais vous m'avez compris. Je veux Oui. dire, on paye l'électricité, l'Internet, le machin. Vous savez, dans les sociétés américaines, Ouais. on choisit, en plus du Bien sûr, des stock options, enfin, j'aurais dû commencer par là, bien sûr, d'une bonne paye. En plus de tout ça, ça compte, ça compte pas, ça, parce que tout le monde donne Tout le monde donne des ça. salaires, Ce qui compte, des c'est stock options. l'intéressement et les à côté. C'est en fait s'occuper des gens. Non, mais vraiment. Hein. Donc, leur dire, voilà, est-ce que tu as un bon fauteuil pour t'asseoir? Mais je veux dire, personne ne pose ces questions. Ouais. Oui, tout le monde pense au salaire, machin. Et ça, c'est pas artificiel. On a grandi. Moi, j'ai passé quand même 20 ans à Microsoft. Mhm. Il a passé 15 ans. Vous étiez chouchouté? On est tous chouchoutés là-bas. Ouais. C'est très différent. On est chouchoutés. C'est vrai. Bien C'est sûr. important. On ne veut pas vous perdre. On sait vous pouvez partir comme ça, tac. Tout le monde peut partir. Tout le monde peut trouver 25 boulots. Et se faire virer n'est même pas très, très grave. Non. Ça fait partie du truc. Oui. Parfois, c'est des opportunités. Oui, etc. moi je dis toujours au monde, si vous restez, ça veut dire que vous êtes content. Sinon, je sais très bien que je vais vous perdre. Donc, bienvenue en France. Hein, vous allez voir, c'est pas exactement la même mentalité. Hein. Bon, moi je fais un peu de la pub, donc on embauche, voilà. Donc, vous avez raison, vous êtes venu pour ça, super. Écoutez, très bien, merci beaucoup Jean Paoli et Grégory Senet, donc de la société Dokugami, et qui est prêt à chouchouter les scientifiques qui voudront se joindre à l'aventure. Merci à tous les deux. C'est très gentil. Merci aussi. Merci à vous.